Mes chers élèves de la troisième année collégiale, parcours international, option français, les abonnés à ma chaîne Labo des SVT, bienvenue dans cette capsule qui est consacrée au thème de l'immunité. Premier chapitre, les microbes ou bien les micro-organismes. Je vous propose cette capsule pour une meilleure préparation à l'examen régional des SVT. Donc, mes chers élèves, c'est quoi l'immunité? Observons cette animation pour répondre à cette question. Dans cette caricature que vous voyez devant vous, c'est quoi? Les soldats représentent quoi? Ces éléments représentent quoi? Vous allez répondre sans doute que cette caricature représente l'immunité chez l'homme. Les soldats sont les moyens immunitaires de notre corps et ces éléments-là sont les agents qui agressent notre corps. On va voir que ce sont généralement les microbes et tous les éléments étrangers qui s'introduisent dans notre corps. Donc, c'est quoi l'immunité? L'immunité, c'est une fonction qui défend notre corps contre les agents étrangers, ou bien qu'on appelle aussi le non-soi, qui agressent ou bien qui pénètrent dans notre corps, c'est-à-dire dans le milieu intérieur. Donc, la définition de l'immunité, c'est l'immunité, c'est la fonction qui défend notre corps contre les éléments étrangers. Ces éléments étrangers sont généralement des microbes qui agressent notre corps. Mais il y a d'autres éléments étrangers qu'on peut introduire dans notre corps, comme par exemple la transfusion du sang, c'est-à-dire l'injection du sang. En effet, notre corps considère que le sang injecté, c'est un élément étranger, ou bien c'est du non-soi, ce n'est pas conforme à ce qu'on appelle les groupes sanguins. Aussi, le greffage des organes, l'organe greffé, est considéré par notre corps comme un élément étranger. Donc, notre système immunitaire essaye de défendre ou bien de lutter contre soit le sang injecté, soit l'organe greffé. Mais nous, on va nous intéresser seulement aux microbes cette année. Donc, dans ce chapitre, on va voir comment, ou bien dans ce thème de l'immunité, on va voir comment notre corps lutte contre les microbes. On commence par le premier chapitre dans lequel on va voir c'est quoi les microbes. On les appelle aussi les micro-organismes. On commence par cette situation de départ. Mes chers élèves, vous savez bien que lorsqu'on oublie ou bien on laisse les aliments dans la cuisine pendant plusieurs jours, ils se putréfient, soit les légumes ou bien les fruits, soit le pain. Alors pour conserver les aliments contre la pourriture, on les place soit dans le réfrigérateur, soit en les conservant dans les boîtes ou bien dans les bouteilles. Alors pourquoi cette pourriture? Et dit que les microbes se développent sur les aliments. Aussi, vous savez bien qu'on est obligé de prendre l'hygiène contre les microbes, comme par exemple l'hygiène contre le coronavirus. Ceci est dû car dans notre environnement, il y a ce qu'on appelle les microbes qui sont responsables de la putréfaction des aliments et la prolifération ou bien la contamination par des maladies microbiennes. Très bien. Donc, comme situation de départ, l'hygiène sanitaire est indispensable pour éviter ce qu'on appelle les maladies microbiennes, c'est-à-dire les maladies qui sont dues aux microbes. On va voir les types de maladies microbiennes, quelques types de maladies microbiennes. Et vous savez bien que les aliments pourrissent rapidement s'ils ne sont pas
stérilisés et conservés et bien conservés dans le réfrigérateur, car les microbes ne se développent pas dans une basse température. Ceci est dû à quoi? Car dans notre environnement, il y a des microbes. Alors, c'est quoi les microbes ou bien quelles sont les caractéristiques des microbes? Très bien. Dans ce deuxième paragraphe, on va mettre en évidence les microbes dans l'eau, dans l'air, c'est-à-dire dans notre environnement. On commence par la mise en évidence des microbes dans l'eau, en analysant cette expérience. Mes chers élèves, dans cette expérience, pour la mettre en évidence des microbes dans l'eau, qui vivent dans l'eau, on place des herbes sèches dans un cristallisoire, et puis on verse de l'eau sur ces herbes sèches. On laisse cette préparation pendant plusieurs jours. On constate que l'eau se trouble, et puis on prend une goutte de cette eau à la surface de l'eau qu'on place entre lame et lamelle, que l'on observe au microscope photonique. Au fort grossissement, on constate ou bien on observe des êtres vivants minuscules qui sont mobiles. Chaque être vivant est constitué par un noyau au centre, c'est une cellule. Ces êtres vivants sont appelés les paramyciums. Donc, dans l'eau vivent des êtres vivants microscopiques, on les appelle des micro-organismes, comme les paramycies, et il y a d'autres micro-organismes, comme les amibes et d'autres micro-organismes. Donc, dans l'eau vivent des microbes ou bien des micro-organismes. Très bien. Donc, comme conclusion, dans l'eau des lacs, c'est pas l'eau qui est traitée, dans l'eau des lacs, des rivières, vivent des micro-organismes ou des microbes, comme les paramycies et les amibes. Et maintenant, on va mettre en évidence les microbes dans l'air en analysant cette expérience. Dans cette expérience, on utilise un liquide nutritif, une boîte de pétri, et puis un autoclave qui favorise une température convenable pour le développement des microbes. Première étape, on verse le liquide nutritif dans la boîte de pétri, puis on expose ce milieu nutritif à l'air, puis on couvre la boîte de pétri et le milieu nutritif qu'on place dans l'autoclave qui favorise une température de 25 degrés Celsius. Après quelques jours, on fait sortir la boîte de pétri. On constate la formation des taches de couleurs différentes à la surface de ce milieu nutritif. Ces taches sont appelées des colonies microbiennes. Si on observe ces colonies microbiennes au microscope, on constate, comme vous le voyez, que dans chaque colonie microbienne est constituée par des millions de micro-organismes qui ne sont pas mobiles ici. Ce sont des bactéries, des millions de même espèces. Donc, dans chaque colonie microbienne est constituée par des millions de micro-organismes de même espèce. Comment se sont formées ces colonies microbiennes? Vous allez répondre sans doute que lorsqu'on a exposé ce milieu nutritif à l'air, des micro-organismes ou bien des microbes se sont tombés de l'air sur le milieu nutritif. Dans ce milieu nutritif, ils ont trouvé les conditions favorables à leur développement, c'est-à-dire ce milieu favorise des nutriments. Et lorsqu'on a mis ce milieu nutritif dans l'autoclave, qui favorise la température, c'est pour cela que les microbes se sont développés. Donc, comme conclusion de cette expérience, on conclut que dans l'air, il y a des micro-organismes ou bien des microbes, mais qui sont sous forme de spores ou bien de germes.
Très bien. Donc, comme conclusion, dans l'air, il y a des germes ou bien des spores, des micro-organismes qui sont responsables de la pourriture des aliments lorsqu'ils tombent sur les aliments. Très bien. Et maintenant, dans ce troisième paragraphe, on va découvrir quelles sont les classes des microbes en observant cette animation. Mes chers élèves, les microbes sont classés selon leur structure anatomique en 4 groupes. Premièrement, le groupe des protozoaires. Ce sont des microbes ou bien des micro-organismes constitués par une seule cellule avec un noyau parfait qui contient un noyau, sont généralement qui vivent dans l'eau, sont mobiles grâce à des structures de locomotion comme les pseudopodes ou bien les cils ou bien les flagelles. Ces êtres vivants comme les paramécies et les amibes. Et puis, la classe des bactéries. Les bactéries aussi sont des micro-organismes unicellulaires mais qui ne contiennent pas un noyau parfait. Les bactéries sont sous forme de bacilles ou bien sous forme de coques qui sont liées soit les pneumocoques, soit sous forme de vibrions. Et puis la classe des champignons microscopiques. Ce sont des plantes sous forme de mycélium ou bien de filaments, généralement des plantes non chlorophylliennes, comme par exemple comme le pénicillium. Puis la classe des virus. Les virus sont des unités ou bien sont des entités non cellulaires et qui vivent généralement ou bien qui se multiplient généralement dans des cellules vivantes. Ce sont des parasites obligatoires. Donc, comme conclusion, les classes des microbes sont les protozoaires, la classe des protozoaires, les bactéries, les champignons microscopiques et les virus. Très bien. Donc, on classe les microbes selon leur structure cellulaire en 4 classes. Les protozoaires sont des micro-organismes unicellulaires avec un noyau parfait qui vivent dans l'eau. Ils sont mobiles avec des cils ou des flagelles ou des pseudopodes. Les paramécies, les amibes, les eugènes sont des protozoaires. Puis la classe des bactéries sont des êtres vivants unicellulaires aussi sans noyau. Ils ont une forme variée sous forme de bacilles, de coques, spirales, comme les bacilles tétaniques. Et puis la classe des champignons microscopiques. Les champignons microscopiques sont des plantes microscopiques sous forme de mycélium ou bien de filaments, comme le pénicillium ou bien les levures. Puis la classe des virus. Les virus sont des entités non cellulaires, ce ne sont pas des cellules. Ils sont ultramicroscopiques, c'est-à-dire de très petite taille. Ils sont tous pathogènes, c'est-à-dire ils provoquent des maladies, comme le coronavirus. Puis on classe aussi les microbes selon leur relation avec l'homme en 2 catégories. Il y a la catégorie des microbes utiles et des microbes pathogènes. On va découvrir quelques types des microbes utiles et leur domaine d'utilisation en observant cette animation. Donc, on utilise les microbes dans le domaine médical et pharmaceutique. En effet, quelques microbes, comme le pénicillium, produit la pénicilline, qui est un antibiotique, qui est utilisé pour lutter contre d'autres microbes, c'est-à-dire contre 2 bactéries. Et puis, il y a ce qu'on appelle dans le domaine culinaire. On utilise, par exemple, les levures pour préparer le pain et pour préparer les boissons alcooliques. Et puis, dans le domaine agraire, des bactéries qui s'appellent rhizobium vivent dans les racines des légumineux. Ces bactéries fixent l'azote atmosphérique
et le transforme en nitrate, c'est-à-dire en sels minéraux qui sont utilisés par les plantes. Et puis, dans le domaine environnemental, on utilise des bactéries dans les stations d'épuration de l'eau domestique pour purifier les eaux usées. Très bien. Donc, comme récapitulation, les microbes utiles sont les micro-organismes qui sont utiles pour l'homme dans plusieurs domaines. Dans le domaine pharmaceutique, exemple le pénicillium qui est utilisé dans la production de la pénicilline, qui est un antibiotique. Dans le domaine culinaire, la levure du pain est utilisée pour préparer le pain. Et il y a d'autres levures, des levures pour préparer les boissons alcooliques. Dans le domaine agraire, le microbe qui s'appelle le bactérie rhizobium qui fertilise le sol en sel d'azote. Et puis dans le domaine environnemental, les bactéries, il y a des bactéries qui dégradent les ordures organiques dans les stations d'épuration des eaux usées. Très bien. Et maintenant, on passe à découvrir les microbes pathogènes. C'est quoi les microbes pathogènes? Ce sont les microbes qui causent des maladies lorsqu'ils agressent notre corps. On va voir quelques types de ces microbes. Par exemple, le sida ou bien le syndrome d'immunodéficience acquis, c'est un virus qui attaque le système immunitaire. Et puis, la grippe est due aussi à un virus qui cause la grippe. Le coronavirus aussi, c'est un virus qui cause le corona. Et puis, le tétanos, c'est une maladie dangereuse qui est due à une bactérie qui vit dans le sol, qui s'appelle le bacille tétanique, qui provoque le tétanos. Et puis, la tuberculose qui est due aussi à une bactérie qui attaque le système respiratoire. Très bien. Donc, les microbes pathogènes engendrent des maladies lorsqu'ils agressent notre corps, comme le coronavirus, le virus du sida, le bacille tétanique et la méningocoque et d'autres maladies. Très bien. Et maintenant, on passe au quatrième paragraphe dans lequel on va découvrir quelles sont les propriétés pathogéniques des microbes, c'est-à-dire quelles sont les armes des microbes avec lesquelles ils endommagent ou bien ils provoquent des maladies. On commence par la multiplication rapide. Mes chers élèves, en observant cette animation, mes chers élèves, les micro-organismes, ce ne sont pas comme d'autres êtres vivants qui demandent plusieurs mois pour se multiplier, alors que les microbes, par exemple, les bactéries, une bactérie se multiplie en deux bactéries pendant 20 minutes par division. Donc les bactéries se multiplient par division. Et puis, les levures se multiplient par bourgeonnement. Les champignons microscopiques se multiplient par la sporulation, c'est-à-dire ils forment des spores. Ces spores sont dispersés dans la nature. Alors que les virus, eux, ils se multiplient par le parasitisme obligatoire, c'est-à-dire ils agressent des cellules vivantes dans lesquelles ils se multiplient. Puis ils détruisent ces cellules. Alors comme conclusion, les microbes, lorsqu'ils agressent notre corps, ils trouvent les conditions favorables pour leur développement, ils se multiplient rapidement, c'est pour cela qu'ils sont dangereux. Très bien. Donc, la première caractéristique propre ou bien propriété pathogénique des microbes, c'est la multiplication rapide. En effet, les microbes se multiplient rapidement par division chez les bactéries et les protozoaires, par la sporulation et le bourgeonnement chez les champignons microscopiques, par le parasitisme obligatoire chez les virus. Puis, il y a une autre propriété pathogénique, ce qu'on appelle la sécrétion des toxines. On va découvrir c'est quoi la production des toxines en analysant cette animation.
Mes chers élèves, dans cette animation, on utilise un milieu qui contient des bacilles ou bien des microbes tétaniques. Donc, dans ce milieu, ce liquide, il y a des bacilles tétaniques. Si on observe au microscope, on constate vraiment, oui, dans ce milieu, il y a les microbes tétaniques. Les voici. Puis, si on injecte ce milieu qui contient le bacille tétanique à la souris 1, on constate que cette souris, après quelques jours, cette souris meurt atteinte de tétanos du fait qu'on a injecté dans son corps le liquide qui contient les bacilles tétaniques. Et puis on filtre ce liquide pour enlever les bacilles tétaniques. Donc ce liquide-là ne contient pas des bacilles tétaniques. Si on observe au microscope, ce liquide-là ne contient pas des bacilles tétaniques. Alors avec une autre seringue, on injecte ce milieu-là à une autre souris. La souris 2, on change de seringue, et puis on injecte ce milieu à la deuxième souris. C'est-à-dire ce milieu qui ne contient pas des bacilles tétaniques. On observe le même résultat, c'est-à-dire la mort de la souris 2, malgré que ce liquide ne contient pas des bacilles tétaniques. Alors, comment expliquer ce résultat? Ça vient du fait que ce liquide-là contient des molécules ou bien des produits toxiques et qui sont sécrétés par le bacille tétanique, ce qu'on appelle la toxine tétanique. Donc, les bacilles tétaniques agissent, ou bien leurs armes agissent sur le corps par la sécrétion de la toxine tétanique. Il y a d'autres virus, il y a d'autres bactéries ou bien d'autres microbes qui agissent sur le corps de sa victime en sécrétant les toxines. Très bien. Donc, le bacille tétanique sécrète la toxine tétanique qui cause le tétanos, la maladie qui s'appelle le tétanos. Il y a d'autres microbes qui sécrètent les toxines comme la diphtérie, c'est-à-dire la toxine diphtérique. Puis, il y a d'autres microbes qui agissent par la position de la capsule. C'est quoi la capsule? C'est une autre enveloppe qui entoure ces microbes. On va analyser cette expérience pour découvrir le rôle de la capsule. Mes chers élèves, ce liquide-là contient ce qu'on appelle les pneumocoques qui possèdent la capsule. La capsule, c'est l'enveloppe en jaune qui enveloppe ces bactéries, alors que le milieu 2 contient les pneumocoques qui ne possèdent pas de capsule. Si on injecte ces deux liquides respectivement à la souris 1 et 2, on constate après plusieurs jours que la souris 1 meurt atteinte de la pneumonie. Mais la souris 2 reste saine malgré qu'on a leur injecté le même espèce de microbes. Mais avec une différence, c'est que les pneumocoques dans le milieu 1 contiennent la capsule. Donc on conclut que certains microbes, leur arme ou bien leur propriété pathogénique, c'est la position de la capsule, une enveloppe qui protège ces bactéries. Très bien. Donc, les pneumocoques, par exemple, sont virulents, c'est-à-dire ils sont pathogènes car ils possèdent une capsule qui les protège contre les moyens de l'immunité humaine. Puis, l'autre propriété des microbes, c'est l'évolution rapide. En effet, en observant cette animation, on va comprendre c'est quoi l'évolution rapide. Mes chers élèves, vous savez bien que certains microbes, bien les microbes, deviennent résistants aux antibiotiques. Pourquoi? Parce que les microbes changent de leur structure et de leurs propriétés, ce qu'on appelle par mutation, que vous allez étudier ultérieurement. Donc, l'autre propriété des microbes, c'est l'évolution rapide, c'est-à-dire ils changent leurs propriétés. Les microbes se transforment rapidement par mutation.
pour devenir résistants aux antibiotiques. Très bien. Et maintenant, comme conclusion, mes chers élèves, c'est quoi les micro-organismes ou bien les microbes? Les microbes ou les micro-organismes sont des êtres vivants microscopiques qui vivent dans notre environnement, dans l'air, dans l'eau, dans le sol. Ce sont les protozoaires, les bactéries, les champignons microscopiques et les virus. Certains d'entre eux sont pathogènes, c'est-à-dire ils engendrent des maladies, et d'autres sont utiles dans divers domaines, et d'autres sont inoffensifs. Mes chers élèves, on a terminé cette capsule. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, Labo des SVT, et comme j'attends vos observations pour améliorer ces productions pédagogiques. La prochaine séance sera consacrée à l'immunité naturelle. Merci et au revoir.